Niger, il semble qu'un bras de fer s'ouvre au lendemain du second tour de la présidentielle. La CENI, qui avait démarré la proclamation des résultats au compte-gouttes, a déclaré le candidat du pouvoir élu. Mohamed Bazoum l'a emporté avec 55,75% des voix contre 44,25% pour son adversaire Mahaman Ousmane. Ce dernier a aussitôt dénoncé un hold-up électoral. La compilation des résultats des procès-verbaux en notre possession à travers nos délégués dans les différents bureaux de vote nous donne gagnant avec 50,30% des voix, a affirmé Mahaman Ousmane depuis son fief de Zender. Face à ce bras de fer qui s'annonce, des manifestations de mécontentement dans plusieurs villes du pays font craindre des lendemains difficiles à un pays et à un peuple déjà confronté à d'immenses défis dont la menace terroriste. Quelle lecture faire des chiffres issus des urnes? Quelle stratégie adopter pour éviter que la situation ne s'enlise? Et quels doivent être les discours de chaque leader en ce moment? Niger, second tour de la présidentielle, bras de fer entre les candidats, quelles issues? C'est le thème de l'émission du jour. À chacun et tous, bonjour et bienvenue. Avec nous aujourd'hui, Patrick Armand-Pouillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Face à vous, Lamine Sissé, bonjour. Bonjour Johannes, bonjour mon frère Patrice. Vous êtes écrivain, expert en communication politique. Patrick Armand-Pouillon, un processus électoral qui semble-t-il est en train d'aller à son terme. Visiblement, Bazoum Mohamed l'emporte avec, on va le dire, beaucoup plus de suffrages que son challenger Mahaman Ousmane. Déjà, est-ce que c'est un scrutin qui, selon vous, est bien arrivé à terme? D'abord, je voudrais saluer mon ami Lamine Sissé et l'inviter dans ce débat à ce que nous puissions nous départir des considérations d'amitié et de clivage pour faire un débat qui va permettre à la société nigérienne de sortir dans la paix. Parce que si nous tenons des positions parce que nous soutenons tel ou tel parti, nous risquons de mettre de l'huile sur le feu. Cela étant précisé, le Niger a vécu un processus électoral. Quand on sait ce qui se passe un peu partout en Afrique aujourd'hui, on ne peut que saluer ce processus. Parce qu'il est important de rappeler que le président sortant pouvait, comme le fait certains chefs d'État dans la sous-région, chercher un troisième mandat. Il ne l'a pas fait. Ensuite, c'est un pays qui n'a jamais connu d'alternance démocratique et qui offre aujourd'hui une opportunité historique de sortir par une alternance démocratique au sommet de l'État, qui n'est peut-être pas une alternative, mais qui est une alternance. Cela étant précisé, je voudrais aussi féliciter le président Mahaman Ousmane pour ce score dans un régime africain. Avoir 44, et quelques % au deuxième tour, encore que s'il y a deuxième tour, c'est déjà louable, et avoir 44% au deuxième tour, il n'est pas n'importe qui. En plus d'être un ancien président, il n'est pas n'importe qui. Donc, je voudrais qu'il offre au Niger la possibilité historique de sortir par la bonne porte. On ne salue pas la victoire de l'adversaire simplement lorsque il l'a gagné proprement. On salue la victoire de l'adversaire parce que ceux qui ont voté pour nous ne peuvent pas accepter de risquer leur vie à cause du fait qu'ils ont exprimé leur suffrage sur nous. Donc bref, le Niger a l'opportunité historique et je peux vous rassurer que quelques jours de chaufferie ne changeront pas le fait que ce scrutin mérite d'aller dans des laboratoires pour une analyse qui nous permet de tirer des enseignements pour les autres pays de la sous-région. Des enseignements à tirer de ce scrutin-là, de ce processus électoral-là, Lamine Sissé? Ouais, bon, merci beaucoup. Je salue mon ami Patrice. Mais il a introduit en ayant des préjugés à mon humble avis sur ma personne. Et je crois que incontestablement en Afrique et partout ailleurs dans les pays, je n'ai pas d'amis chefs d'État, je n'ai pas d'amis ministres. Je ne fais que des jugements basés sur les faits. Moi, je suis un panafricaniste, je suis un défenseur des libertés, je suis un défenseur du peuple africain. Et je suis de la société civile, mais je suis un acteur politique chez moi, dans mon pays. On me connaît, c'est-à-dire que je n'ai jamais tendu la main, je n'ai jamais dit « aidez-moi à faire ceci » à aucun homme politique.
J'ai créé l'alternance chez moi en 2000 avec le président Wade. Le président Wade est monté au pouvoir pendant 12 ans, je ne l'ai jamais tendu la main. Je n'ai jamais eu une faveur d'un État ou d'un homme politique, quel que soit. Sur la télévision internationale, je parle. Il n'y a pas un homme d'État ou un ministre qui peut dire « Monsieur Cissé, je lui ai rendu ce service-là ». Je me débrouille moi-même. Je n'ai jamais gagné quoi que ce soit d'un homme politique que ce soit. La précision est faite. Je crois que cela doit être clair. Voilà. Amma Amadou, je l'ai défendu pendant 4 ans. Je ne sais même pas son image. Je n'ai jamais serré la main. Je l'ai défendu, ce n'est pas Amma Amadou que je défendais, c'est le principe. C'est le principe que je défendais. Alors quand j'en reviens maintenant au processus de démocratie au Niger, moi je dis que c'est un processus de démocratie qui a échoué. Nous sommes à la 7e République au Niger. Le président Youssoufou a bénéficié, n'est-ce pas, de l'apport de Amma Amadou pour être président de la République. Et la mode en Afrique, c'est ça. Celui qui te fait roi, tu le combats pour l'exterminer totalement. Mais c'est ce qui a fait que moi je me dis, la gouvernance politique au Niger a échoué parce que ça a été toujours une gouvernance de tension, une gouvernance de clivage, une gouvernance d'exclusion, taper sur l'opposition, celui qui parle, on bande les muscles, etc. C'est pas ça que nous attendons d'un processus de démocratisation. À un moment donné, on tentait de la vie politique au Bénin. Le Bénin avait donné le cap, il avait donné l'exemple de la démocratisation. On était très fiers de cela. Voir qu'on peut s'exprimer librement sans être inquiété. Mais tel n'est pas le cas au Niger. Mais ce processus, les résultats, au vu des résultats, le Niger fait 24 millions, plus de 24 millions d'habitants, les statistiques actuelles. Nous avons eu 30% de cette population-là qui s'est inscrite, mais c'est 20% qui ont voté. Et si il y a 2 candidats, le candidat du pouvoir qui est resté 10 ans au pouvoir contre le candidat de celui qui est resté plus de 10 ans en dehors du pouvoir, je parle de l'opposition, et que le candidat qui est au pouvoir pendant 10 ans, il a bénéficié les moyens de l'État, il a bénéficié de l'argent d'État, il a été dans l'action publique, il a créé des emplois, il a les moyens de sa politique. Et si ce pouvoir-là n'a pas suffisamment, n'est-ce pas, rendu transparent le processus électoral et que l'opposition se batte, c'est pourquoi j'aimerais rendre hommage à ce Amma Amadou que tu penses que oui, c'est un ami, je le rends hommage. Parce que non seulement on l'a exclu de l'électorat, on l'a brimé pendant 8 ans à l'exil, mais il est venu, il a fait la prison. Malgré cela, il n'a jamais appelé à la violence. Il n'a jamais appelé à l'insurrection. Il a toujours été un homme d'État. Il a appelé pour dire, ma personne n'est pas en jeu. Moi, c'est le Niger. Nous allons créer l'alternance. Il a soutenu le candidat Maman Ousmane. Aujourd'hui, si Maman Ousmane met le pouvoir en ballottage, c'est que moi, je dis, je salue le combat de l'opposition. Le combat de l'opposition, c'est ce que je dois saluer. Être avec le pouvoir, vraiment, c'est être avec les plus forts. Parce que c'est eux les plus forts. C'est eux qui ont tout. L'appareil d'État. Bazoum a été ministre de l'Intérieur. La CENI dépend du ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce que vous croyez? Si l'opposition dit que l'élection n'est pas transparente, moi, vous avez dit là où vous avez conclu, quel est le discours qu'il faut tenir aujourd'hui face à cette situation-là? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Alors, Patrick Amanpoyon, on a vu les résultats donc issus des urnes. Selon vous, est-ce que ces résultats-là reflètent, pourquoi pas, le processus électoral? Est-ce que selon vous, c'était écrit que Bazoum finisse donc en tête de cette élection-là? Je voudrais déjà commencer par saluer et reconnaître l'honnêteté intellectuelle de M. Lamine et dire qu'il n'est pas dans mes intentions de dire que honnêtement, il n'est pas un homme à saluer. Je voudrais aussi dire que ce que je déplore et qu'au début, et qu'il n'a pas échappé de faire, c'est que ces amitiés ne sont pas basées sur des intérêts personnels, ce sont des amitiés basées sur des émotions. Et je voudrais qu'il se départit des émotions pour analyser les faits, comme lui-même il a demandé. Cela étant, je voudrais répondre à votre question. D'abord, le tout blanc et le tout noir n'existent nulle part au monde. Il ne s'agit pas dans cette émission de dire l'opposition a totalement raison ou la mouvance a totalement raison. Ce ne serait pas un comportement de leader. En ce qui concerne le processus électoral, j'étais sur votre plateau face à un vis-à-vis. Et dans la première partie, je raisonnais un peu comme M. Lamine
en disant c'est fait, c'est pipé, il n'y a rien à faire. Il va même gagner au premier tour. Lorsque mon vis-à-vis a fait des analyses que j'ai écoutées, en écoutant ces analyses, j'ai avoué dans votre émission que je n'ai pas bien préparé mon émission et qu'il avait plus d'informations que moi. Et sur la base de ces informations, je peux vous dire qu'il y aura un match et que ce n'est pas gagné d'avance. Résultat, nous sommes allés aux élections et j'ai vu que ces analyses étaient pertinentes. Effectivement, le candidat du pouvoir n'a pas pu franchir la barre des 40%. Ce qui a été une surprise quand on sait comment les élections sont truquées en Afrique, que le candidat du pouvoir, qui a les moyens de l'État, qui est ministre de l'Intérieur et tout, n'arrive pas à franchir la barre de 40%. Tout le monde, dans le monde entier, y compris les États-Unis d'Amérique, la France, l'Union européenne, qui ont des observateurs sur le terrain, ont salué ce processus. Ensuite, nous sommes allés au deuxième tour. Et mon vis-à-vis dans votre émission disait d'office que toute l'opposition va se réunir et s'unir contre le régime parce qu'ils se sont entendus pour ça. Est-ce la faute du régime? Est-ce une fraude? Lorsque le troisième et le quatrième ont choisi d'aller du camp du parti au pouvoir, est-ce une fraude? Est-ce anormal? Est-ce démocratique qu'un parti politique qui est créé pour conquérir le pouvoir d'État décide librement de choisir son camp? 12% de l'opposition au premier tour qui a matraqué le régime au pouvoir, 12% et je crois 8% se sont mis ensemble pour aller supporter le candidat du régime. Résultat, on s'attendait même à mieux que ça, mais on n'a pas eu mieux que ça, puisque le report de voix n'a pas été total et systématique. Bref, dire que cette élection est propre, c'est pas vrai. Il n'y a pas d'élection propre nulle part au monde. Seulement, lorsque des républicains participent à une élection et n'ont pas de preuves pour justifier ce qu'ils appellent fraude, comme aux États-Unis d'Amérique, les institutions disent tu as tort. Parce que s'ils ne savons pas faire ce débat, nous allons dire à tous les enfants, quand tu estimes que quelqu'un t'a volé, tu n'attends plus la justice. Tu vas faire justice toi-même. Si c'est ça que M. Lamine veut instituer en Afrique, ah non, il y aura des États pour mettre fin à ça, pour arrêter ça. Voilà qui est clair. Alors, l'opposition conteste donc les chiffres. Nous allons suivre un extrait donc du candidat de l'opposition à cette élection-là, Maman Ousmane, l'ancien président, qui donc conteste la véracité des chiffres issus de la compilation de la CENI. Il a donné son avis. Nous allons juste suivre un court extrait avec la complicité de la réalisation. La compilation des résultats des PV en notre possession, à travers nos délégués dans les différents bureaux de vote, nous donne gagnant avec 50,30% des voix contre 49,70% pour le candidat du pouvoir. Vous avez exprimé votre volonté claire de rompre avec cette mauvaise gestion. Vous avez exprimé votre volonté de changement pour un Niger émergent. Cette volonté de changement s'est surtout traduite par votre vote massif à ma faveur à l'occasion de ce scrutin. Je vous en remercie bien vivement. Nous rejetons en bloc les résultats partout où des irrégularités ont été constatées. Nous nous réservons le droit d'exercer des recours en annulation dans les zones précitées afin que justice soit faite. Agadez, à l'exemple de la circonscription de Timia, où un taux de participation de 103% a été rapporté avec un score de 99% en faveur du candidat du pouvoir. Dans ces zones, nos délégués ont été contraints sous la menace d'armes à feu, à signer les PV sans aucune possibilité de porter des observations.
Voilà qui est clair, les propos de Maman Ousmane. Lamine Cissé. Oui, merci beaucoup. Je remercie mon ami Patrice. Je préfère manger avec lui que de manger avec les hommes politiques. Allez-y. Alors, donc, vous voyez la situation. Cette situation qui est décrite par Maman Ousmane, c'est une réalité au Niger, d'une façon discontinue. Mais maintenant, ce qui est grave dans l'élection du Niger, c'est les ingérences extérieures. Nous avons constaté que 2 présidents de l'Afrique de l'Ouest, en l'occurrence Alassane Dramane Ouattara et le président Omar Sissoko Mbalo, ont déjà adressé une lettre de félicitations à Mohamed Bazoum. C'est-à-dire qu'ils se sont substitués à la Cour constitutionnelle pour dire que c'est eux qui... C'est déjà fait, le monsieur est élu. Ça, c'est une ingérence. Alors, quand j'analyse Alassane Ouattara, le comportement des chefs d'État, c'est pourquoi notre position ne doit pas être rimée sur la position de ces chefs d'État-là qui s'organisent à créer des syndicats des chefs d'État. Nous devons être arrimés à la position du peuple africain, des populations de base. Et ce sont ces populations-là qui, par leur travail, leurs taxes, leurs efforts, nourrissent ces ministres et ces chefs d'État-là, qui les payent de la sueur de leur front. Alors, donc, c'est pourquoi, quand je vois Alassane Ouattara, il n'est pas une de ses premières. Hein. Alassane Ouattara il appelait le président Wade grand frère. Il l'adulait, il était derrière lui. Quand le président Wade est tombé là, Macky Sall est venu, mais il vient à Dakar et dit même pas bonjour au président Wade. C'est-à-dire qu'on a arrêté Karim, il s'en fout. Celui qui est en exercice, c'est lui, quoi. Je le connais de ces faits-là. Mais Omar Sissoko Mbalo, moi, il m'a dessus. Parce que moi, je crois qu'il est une autre génération. Il a connu l'exil. Il était à Dakar, il était entre Niamey et Niger. Il était très proche de certains opposants nigériens qui l'ont aidé à un moment donné de sa vie. Aujourd'hui, il est dans une position, c'est lui qui s'ingère dans les affaires intérieures du Niger, d'une façon fracassante comme ça. Il vient d'arriver, il n'est même pas chef d'État. Donc, ça n'augure pas. On l'a vu ici attaquer le président guinéen. Pour attaquer le président guinéen parce qu'il ne fait pas la démocratie, j'étais d'accord avec lui. Mais dans ce processus nigérien, moi, je crois qu'il a fait preuve d'une ingratitude par rapport à une certaine classe politique à qui il doit au Niger. Il devait faire preuve de neutralité et il ne l'a pas fait. Alors donc, quand j'analyse ces faits-là, je me suis dit, les dés ne sont pas encore jetés. Maman Ousmane a montré qu'il est légaliste. Il n'a pas appelé à l'insurrection. Il n'a pas appelé à la révolte. Il a tout simplement dit que nous rejetons les résultats parce que les PV qu'ils ont à leur disposition ne reflètent pas ce que la CENI est en train de déclarer. Et il dit qu'ils vont prendre les moyens légaux, tous les moyens légaux. La résistance même est un moyen légal. Si le peuple nigérien se met dans la rue pour résister, c'est un moyen légal. Alors, déplorablement, ils sont en train d'arrêter les gens. Ils sont en train d'opérer à des arrestations. C'est ce qui est dramatique. Patrick Amampoyo, effectivement, il y a quelques politiques qui ont maillé à partie avec la justice. On parle de fourgonnettes de police et de gendarmerie en train de chercher des opposants actuellement au Niger. Que reprocherait-on aux opposants selon vous? Rendre justice en disant que je désapprouve totalement l'ingérence des chefs d'État dans le processus électoral qui n'est pas arrivé à son terme. Le comportement du président Alassane Ouattara, si cela se confirme, parce que c'est M. Lamine qui le dit, je n'ai pas encore, je sais que c'est un monsieur qui ne dit pas n'importe quoi aussi, mais je dis, s'ils ont félicité déjà un président élu, ça veut dire qu'il y a problème. Il y a problème. Seulement, il ne faut pas que M. Lamine oublie que autant il y a derrière M. Bazoum des chefs d'État, autant il y a derrière M. Maman Ousmane des chefs d'État. On ne fait pas 44% à une élection sans la main extérieure. Ça n'existe pas dans aucun pays au monde. Donc, nous devons dénoncer ça dans les deux camps. Il n'est pas normal que dans un processus électoral qui n'est pas terminé, il puisse y avoir de l'ingérence. Ce n'est pas normal. Je voudrais aussi préciser que ce n'est pas seulement au Niger que ça se passe comme ça. Lorsque le président Joe Biden a été élu, les présidents qui ont intérêt
à l'avènement de Joe Biden se sont précipités pour me féliciter. Effectivement. Ceux qui ont intérêt avec Donald Trump ont attendu longtemps sous prétexte qu'ils attendent confirmation de ceci et cela. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas seulement en Afrique et au Niger que ça se passe ainsi. Maintenant, je voudrais dire, s'il y a arrestation, d'abord, il faut l'analyser sur deux plans. D'abord, en termes de sécurité, nous devons faire attention au fait que quand les services de renseignement ont des informations, des mesures préventives peuvent être prises. Et ces mesures préventives permettent de garantir qu'il n'y ait pas de mort. Mais l'opposition doit faire en sorte de ne pas tomber dans l'éventuel piège qu'il peut y avoir derrière ces arrestations. Parce que s'ils ont des preuves qu'ils doivent présenter à la justice et qu'ils tombent dans le piège de l'affrontement, profitant des affrontements, des preuves peuvent disparaître. Donc ils ont intérêt à calmer le jeu, à faire en sorte de ne pas tomber dans le piège de vouloir aller dans la rue au risque, dans ce combat dans la rue, des preuves puissent disparaître et on puisse inventer maintenant des preuves pour justifier les arrestations qui ont été faites. Donc nous avons tous intérêt à ce que la balle aille à terre et que dans un processus qui continue, qui n'est pas terminé, raison pour laquelle je dénonce l'intervention des chefs d'État qui félicitent déjà un président, dans ce processus, on puisse aller auprès de la Cour constitutionnelle, même si on n'a pas justice là-bas, on aura l'opportunité d'exhiber au plan mondial les preuves. Nous avons suivi des élections dans certains pays où quelqu'un s'est fait voler son élection 3 fois de suite. Mais bien que d'accord qu'on a volé son élection, j'ai salué son comportement républicain qui sauve des vies. Parce que c'est très important, lorsqu'on est leader qui aspire à diriger un pays, qu'on puisse poser des actes qui sauvent des vies. Donc, j'invite l'opposition à ne pas tomber dans le piège d'aller tout de suite à l'affrontement parce que les rapports de force ne les arrangent pas. Qu'ils calment le jeu, qu'ils sortent, qu'ils fassent des déclarations pour calmer le jeu afin que dans la paix, ils puissent avoir la possibilité d'aller devant la Cour constitutionnelle avec des preuves qui peuvent être exhibées devant les institutions internationales. Voilà qui est clair. Patrick Abampoyon, votre avis sur la déclaration de Maman Ousmane, candidat de l'opposition, une lecture de sa sortie? Très bonne déclaration, mais il faut le répéter suffisamment pour que ces militants entendent, au risque qu'on lui reproche après de dire autre chose devant les médias et autre chose derrière. Qu'il le dise suffisamment fort pour que ces militants entendent et aillent dans ce sens. Là, il pourra avoir la possibilité d'exhiber ses preuves. Non, je suis d'accord avec ces analyses, hein, c'est pertinent. Une très bonne analyse. Mais moi, je pense que les gens pensent que tous ceux qui bougent dans la rue sont des militants. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit les partis politiques, souvent, ils n'ont pas le taux de militants qu'on leur... C'est-à-dire qu'il y a un citoyen lambda. Il y a parfois aussi des divorcés sociaux qui profitent. Évidemment. C'est-à-dire qu'il y a tout un amalgame dans la rue, des mécontents, des gens qui souffrent. Ce n'est pas forcément des militants. Si vous opérez des arrestations au niveau de l'opposition, avec quel alibi? C'est-à-dire que c'est le visage de la démocratie nigérienne qui s'exprime dans la rue. Parce que l'autorité ne pouvait pas aller procéder à l'arrestation ciblée sans pour autant qu'il y ait d'éléments qui lui permettent de le faire. C'est-à-dire que l'État exprime qu'il exprime la peur. Et vous utilisez quoi? Vous utilisez la police, vous utilisez, n'est-ce pas, les forces, les puissances publiques qui utilisent leurs armes contre les populations qui les payent, qui les nourrissent. Parce qu'en fait, c'est ça la réalité. Il faut que les politiciens comprennent que nul n'est au-dessus de ce peuple-là. Mais ce peuple-là est utilisé à des desseins, n'est-ce pas, d'intérêt personnel. C'est ça qui est dramatique. Si on pense que je suis l'homme le plus fort, parce que j'ai suivi certaines déclarations du candidat Bazoum, que je me suis dit, ils ont pris ça sur son Twitter. J'ai dit non, je ne vais pas discuter cela. Parce qu'il y a tellement d'agressivité, d'incohérence que j'ai dit non, je ne vais pas amener ça sur ce plateau-là, parce que moi, je ne l'attribue pas à Bazoum. Parce que quand j'ai écouté sa déclaration, on en viendra. Dans le sens de l'apaisement, j'ai dit non, Bazoum ne peut pas. J'ai dit je ne tiendrai pas compte de cela. La situation du Niger aujourd'hui, et même au vu des résultats, même l'autre a dit 50,30%. L'autre a dit 55
pour ça. Les 55%, c'est que c'est le report des voix, quand on les met ensemble, c'est 54 et quelques pourcents. Alors, l'autre dit que c'est ça. Même si c'est cela. Un État qui a fait 10 ans de gouvernance, qui sort avec un score de 50 ou 55%, a échoué, lamentablement. C'est parce que les populations sont mitigées par rapport à ton bilan. Et si, par exemple, même s'il est à 50%, même si c'est Maman Ousmane qui gagne les élections, aujourd'hui, il doit comprendre qu'il doit forcément gouverner avec le pouvoir en place. Parce que notre démocratie, c'est l'exclusion totale. Il y a 20% des populations qui ont voté sur 24 millions de Nigériens. Et toi, tu t'assois au pouvoir, tu dis que les autres n'existent pas. Mais mon frère, dans quelle gouvernance nous sommes? La gouvernance démocratique africaine, d'une manière globale, n'est pas apaisée. Elle doit être apaisée. L'opposition doit comprendre que le pouvoir, c'est mon collaborateur. Et le pouvoir, c'est le pouvoir qui doit d'ailleurs tendre la main à l'opposition pour montrer sa bonne foi et sa bonne volonté, pour comprendre que c'est le Niger. C'est pas moi, c'est pas Bazoum, c'est l'autre, mais c'est le Niger. C'est ce qui manque au Niger. C'est pourquoi il y a la peur. Puisque la gouvernance pendant 10 ans, c'est une gouvernance qui n'a pas été transparente, elle était opaque. Il y a une gouvernance où l'opposition n'a pas eu accès, l'opposition est totalement exclue. Et aujourd'hui, ça pose un problème. Si le pouvoir sent que, n'est-ce pas, l'État vacille vers une alternance, ça crée toute la panique qu'il faut. Donc moi, c'est ce que je mesure. Je mesure le degré de la démocratie que nous sommes en train de véhiculer à la veille des élections ou après les élections. Le comportement des hommes politiques. C'est pourquoi, à un moment donné, je suis nostalgique de ce qui s'est passé ici au Bénin. Quand je voyais qu'à la veille des élections, même la presse est à l'aise, hein, parce que vous reportez dans l'aisance, c'est de la joie. On sent que les populations sont enthousiastes à élire leurs dirigeants. Mais si c'est l'arme qui remplace, c'est les coups d'État constitutionnels et institutionnels qui remplacent tout, c'est les militaires qui battent les muscles qu'on met dans la rue avec la violence, ça c'est pas une démocratie. Patrick Amanpoyon, Ama Amadou, leader donc de l'opposition qui a appelé à voter Maman Ousmane, serait activement recherché. Son épouse l'a confirmé qu'il y a des fourgonnettes qui sont venues le demander. Selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait reprocher à l'opposant qui, rappelons-le, n'a pas pris la parole depuis qu'il a été, on va dire, exclu du processus électoral, notamment en rapport avec l'article 8, si je ne m'abuse, ou l'article 9 du code électoral nigérien. Qu'est-ce qui pourrait expliquer le fait qu'il soit aujourd'hui recherché par les forces de sécurité? Je voudrais déjà rappeler que le tout blanc n'existe pas et le tout noir n'existe pas. Monsieur Lamine a tout le temps comparaison, Bénin, processus électoral, toujours propre. Je voudrais lui rappeler qu'en 91, il y a eu coupure de courant à Cotonou lors du dépouillement. Et personne ne sait ce qui s'est passé pendant le temps de l'obscurité. Première élection après la conférence nationale. Je voudrais lui rappeler que 5 ans après, le président Mathieu Kérékou a fait campagne dans les conditions les pires possibles. Les pires possibles. Il lui a été difficile de circuler, difficile de ceci, difficile de cela. Je voudrais lui rappeler que pendant ces 5 ans, le président Mbeki a eu ses véhicules arrêtés, mis sous arrêt, dans l'impossibilité d'utiliser ces véhicules pour faire campagne. Alors ne disons pas qu'il y a eu un pays où tout a été blanc. Nous avons convenu en ce moment d'accepter l'essentiel pour sauver la démocratie. Et c'est ce que les deux partis ont joué le jeu et nous avons eu ce processus. Le président Soglo vous dit tout le temps qu'on lui a volé en 96 500 000 voix permettant à Mathieu Kérékou de gagner. Mathieu Kérékou ne vous a jamais dit ce qu'on lui a volé en 91. Donc c'est pour dire, cette tendance à vouloir dire il y a une démocratie bon quelque part, il n'y en a pas quelque part, est une analyse qui ne tient pas compte de cette sagesse de Nelson Mandela. Le tout blanc n'existe pas et le tout noir n'existe pas. Par rapport au Niger, il y a des arrestations. Ce qui serait bien, c'est que la paix, le calme revienne rapidement pour que l'État soit obligé, dans un pays où, quand vous arrêtez quelqu'un, vous devez vous apporter la preuve, il va falloir que le jeu se calme rapidement pour que l'État nous dise pourquoi
ils ont arrêté quelqu'un. Ce n'est pas dans cette pagaille que nous allons demander qu'un procureur vienne dire non, calmons le jeu, intervenons tous pour calmer le jeu. C'est vrai, M. Lamine, et je suis d'accord avec lui, demande à ce qu'on cesse de gouverner un camp contre l'autre. Je suis totalement d'accord. Mais cela suppose que l'opposition aussi cesse d'insulter tout le temps le chef de l'État et que les deux parties aient un comportement responsable pour que dans le dialogue et la concertation, nous puissions faire en sorte que toutes les couches soient représentées dans la gouvernance de nos nations. Alors, je te remercie de me rappeler les difficultés à mettre en œuvre le processus de démocratisation au Bénin. Je sais, je suis là, j'ai été là, je connais. Mais c'est-à-dire que quand on choisit le moindre mal. On prend le modèle sur ce qui est meilleur. Nous avons comme loi la Bible et le Coran. Mais ça ne veut pas dire que la Bible et le Coran est respecté à 100%. Mais nous prenons référence sur les gens qui essayent au moins d'appliquer les lois de la Bible et du Coran. C'est ça, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un bon père de famille à 100%. Nous prenons le modèle sur les meilleurs. Il y a toujours meilleurs. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Nous allons vers la perfection. Mais il faut maintenant se battre pour que les gens aillent vers la perfection. Il faut motiver suffisamment les gens par la parole, par les actes, pour qu'on aille vers la perfection. Parce que la gestion de la cité, la gestion des peuples, doit être pour l'intérêt des peuples. C'est ça qui est important. Maintenant, cette arrestation Amadou, c'est encore le martyr. Le martyr qui a prouvé qu'il est incontestablement incontournable dans l'échiquier politique nigérien et qu'il est fondamentalement populaire. C'est lui qui a créé le problème à Bazoum, hein. Il faut le reconnaître. C'est par sa stratégie, son combat terrain et son soutien à Amadou. Ok? Mais il a voulu être légaliste parce qu'il ne veut pas apparaître. Comme on a un président que nous avons soutenu, ce président est là. Mais pourquoi ils en veulent à lui? Parce que c'est ce qu'il pèse sur le plan national. C'est pourquoi ils en veulent à lui. C'est ce qu'on appelle la dictature. C'est ce qu'on appelle la dictature. Je crois que aujourd'hui, Amadou doit être un partenaire de quelque régime que ce soit. Les autres, les Cissé, toute l'opposition confondue, avec le pouvoir en place, ils devaient se donner la main. Parce que le peuple a tranché. Les résultats là, quel que soit de l'autre camp ou de l'autre camp, celui qui gagne, vraiment, c'est que tu as gagné sans euphorie. Alors donc, je crois que ces deux parties-là doivent se donner la main et comprendre que le peuple a besoin qu'on les sorte, n'est-ce pas, des ténèbres de la misère. C'est extrêmement important. C'est pourquoi je dis que le Niger doit changer. Ça, le président Bazoum n'est pas encore au pouvoir, c'est Issoufou qui est en train de jouer ses dernières cartes. Il n'a qu'à arrêter, c'est Issoufou, le président Issoufou, sortant, qui est en train de s'imposer jusqu'à la dernière minute, de créer la tension. Et en arrêtant ces gens-là, on amplifie la situation, on met de l'huile sur l'essence, et c'est dont j'ai peur. Donc c'est pourquoi je rejoins un peu mon co-débatteur aujourd'hui qui a marché sur ma langue, parce que on n'est pas à couteau tiré, puisque je suis entièrement d'accord sur la plupart de ces analyses. Et je salue cela. Mais ce que je vous souhaiterais est qu'aujourd'hui, qu'on aille vers un apaisement, qu'on essaie de voir. Parce que ce que Maman Ousmane a dit, c'est réellement des problèmes qui se trouvent sur le terrain. Hein. Ça, c'est signalé. Vous savez, je voudrais rendre hommage, n'est-ce pas, aux gens qui ont perdu leur vie sur le terrain, surtout les éléments de la CENI qui ont été victimes de mines. Franchement, c'est déplorable. Donc le Niger est dans un problème d'insécurité aujourd'hui. La priorité, n'est-ce pas, de ces acteurs politiques doit être qu'est-ce qu'on doit faire pour que la sécurité règne, prévale, pour que les 40% de pauvres, de très pauvres Nigériennes puissent aujourd'hui, n'est-ce pas, à partir de cet instant-là, puisqu'ils voient leurs conditions de vie s'améliorer. Je crois que ça doit être les objectifs qu'on doit atteindre. Patrick Abampoyon, une lecture, un avis sur la déclaration de Bazoum Mohamed, juste après l'annonce donc des résultats par la CENI. Il a dit et appelé à la sagesse de Maman Ousmane, il a appelé à l'union, à la cohésion. Une lecture? Non, en fait, j'ai entendu tout à l'heure qu'il a fait d'autres déclarations Batangais sur Twitter. Si c'est le cas,
ça veut dire double langage et c'est pas bon. Sinon, ce qu'il a dit sur les antennes des télévisions et radios officielles, c'est en appeler à la sagesse et à la paix. Je voudrais que chaque parti comprenne une chose. Le Niger n'a jamais eu d'alternance démocratique. Ça veut dire que les vieux démons sont toujours là, en train de guetter tous les deux camps. Vous savez que dans la plupart des pays où deux camps se battaient, c'est toujours un troisième larron qui vient faire harakiri pour prendre. Alors, qu'il ne laisse pas cette opportunité à un troisième larron. En ce qui concerne la nécessité d'unité, oui, il ne faut pas rester au mot. Il faut juste, si les élections sont déclarées officiellement terminées avec ce score-là, il va falloir qu'on tienne compte des 45%, pas dans un dialogue hypocrite, non, dans un dialogue sincère, qu'on puisse voir la possibilité que la gouvernance soit partagée pour permettre à tout le monde d'avoir les yeux dedans et surveiller. Les hommes politiques qui sont au pouvoir en Afrique doivent comprendre que si on va à l'école d'El Hadj Omar Bongo, en intégrant tout le monde, parce que nous sommes tous fils du même pays, si nous pouvons intégrer tout le monde dans la gouvernance, il n'y aura plus de combat basé sur « oh toi pour que je m'y mette ». Il n'y aura plus de combat basé sur « j'ai faim ». Il n'y aura plus de pouvoir de combat. Parce que les hommes politiques, toutes tendances confondues, ont pour profession la politique. Alors, si vous les mettez dans l'opposition longtemps, ça veut dire que vous les mettez au chômage longtemps. Et quand le peuple qui a faim est dans la rue, de la même manière, les opposants qui ont faim seront dans la rue. Il va falloir que nous puissions comprendre tout ça et, dans un dialogue sincère, faire en sorte que la gouvernance soit partagée afin que nous allions dans une transition véritable vers le tout démocratique que M. Lamine souhaite. Nous pouvons et nous devons travailler au tout démocratique, mais cela suppose que toutes les parties jouent leur part, que la société civile soit vraiment civile, joue sa partition, que l'État joue le régime joue sa partition et que l'opposition joue sa partition de façon responsable. Nous sommes des pères de famille, les hommes politiques sont des pères de famille, des mères de famille. Il faut qu'ils donnent le bon exemple aux enfants à la maison en leur apprenant à dialoguer, à discuter, à être tolérants, à accorder le pardon et qu'ensemble on puisse gouverner. Patrick Abampoyo, les attaques terroristes, Lamine Cissé en parlait tout à l'heure, ont donc, on va dire, endeuillé ce scrutin-là. On parle de 7 agents électoraux d'un côté, on parle d'un autre fauché aussi par la mort d'un autre côté, on parle de 3 blessés d'un côté, de 9 d'un autre. On a remarqué que les groupes terroristes ont réussi quelque peu à saper ce processus électoral-là. Est-ce que, selon vous, c'était à prévoir et qui doit en porter la responsabilité ? Non, déjà, il faut dire que les attaques terroristes, vous savez, même en France, il y en a eu, il y en a eu sérieusement. C'est-à-dire que il faut saluer le fait qu'on n'a eu que 1 ou 2 attentats, même s'il faut déplorer ça avec la dernière rigueur. Il faut saluer la chose. Et il faut que les tensions actuelles ne puissent pas créer la déconcentration des forces de l'ordre sur ces fronts-là. Sinon, qui est responsable? Les terroristes sont responsables de ce qu'ils ont fait. Et on doit les chercher, les poursuivre, les trouver et les sanctionner avec la dernière rigueur. Vous savez, le président français était au Mali et un jour on lui a demandé qu'est-ce qu'il faut faire des terroristes qu'on arrête. Il a fait l'erreur de langage de dire il faut les détruire. Vous voyez, c'est ce sentiment qui habite un être humain qui voit un autre prendre la vie d'un autre. Et je voudrais profiter pour dire que souvent les gens disent djihadistes. Non, ce n'est pas des djihadistes. Le djihad, les djihadistes sont des armées de Dieu. Et donc, les armées de Dieu ne tuent pas. Et des civils, des innocents, ils ne tuent pas des gens à la sortie de la mosquée. Alors, ces gens sont des voyous qu'il faut traiter comme des voyous et qu'il faut les réprimer avec la dernière rigueur. Absolument. Lamine Cissé ? Non, je suis d'accord avec lui. Vraiment. Il me marche tout le temps sur la langue. Mon co-débatteur. Comme on n'est pas sur le Sénégal, c'est pourquoi. Alors, donc, moi, je crois que Bazoum a fait un discours que moi, j'ai apprécié. Parce que quand tu reconnais l'opposition, sa valeur, j'ai dit, quels que soient les résultats, le peuple nigérien aspire à une alternance, à un changement de gouvernance, à une autre méthode de les gouverner. Le peuple nigérien n'est pas satisfait pendant ces 10 ans-là. Ça, c'est exprimé. Maintenant, ce que j'ai salué est qu'il dit qu'il compte sur la sagesse de Maman Ousmane pour que cesse la tension. Il a bien dit la tension entre
les gouvernants et l'opposition. Et il a été le principal acteur de la tension pendant 10 ans, lui, Mohamed Bazoum. Et Issoufou a fini son pouvoir. Donc moi, j'ai espoir peut-être que s'il venait, lui, à prendre le pouvoir, qu'il n'allait pas faire comme Issoufou. Et l'intime conviction que j'ai, si Mahamadou Ousmane devient président de la République du Niger, il ne fera pas comme eux. Il va créer un climat de tension, un climat de paix et de rassemblement national. Parce qu'aujourd'hui, le Niger a besoin que les fils et les filles se réunissent autour du Niger. Mais le Niger, potentiellement, a les moyens de permettre aux gens au moins de vivre le minimum. On ne peut pas, dans les indices de pauvreté, le Niger est à la dernière place, avec 40% de très pauvres. 40% de Nigériens très pauvres, c'est-à-dire dans les conditions de misère. Ça, je crois que ça doit interpeller les acteurs politiques. Au plus chef, les 10 années, c'est pendant ces 10 années de Maman Issoufou que nous avons eu cette situation. Donc ça doit interpeller les acteurs politiques, la société civile et toutes les couches composantes du Niger pour comprendre que, en tout cas, nous sommes en train d'échouer dans notre gouvernement parce que les populations ne sont pas satisfaites. C'est pourquoi il est extrêmement important qu'il y ait un vaste rassemblement national autour du Niger et que les instruments électoraux, les lois de discrimination, d'exclusion, qu'il y ait un consensus pour réformer ces lois-là, pour chercher, n'est-ce pas, à avoir un consensus autour du processus électoral lui-même. Et que l'opposition ne soit pas vue désormais comme un ennemi au Niger ou dans d'autres pays, puisqu'il s'agit du Niger. Que l'opposition soit vue comme un partenaire qui va participer au développement. Si cela se fait au Niger, moi je dirais coup de chapeau. Mais tant qu'on est en train de suivre une voie de bander les muscles, montrer que c'est nous qui sommes là, alors que vous êtes sur un fauteuil qui ne vous appartient pas. Ce fauteuil-là appartient au peuple nigérien. Et ce peuple nigérien que vous embastillez, que vous rendez pauvre, n'est-ce pas, que vous n'éduquez pas, etc., etc. Donc, franchement, le peuple va commencer par... Je vais vous donner un exemple. Quand vous cherchez un chat qui rentre dans la chambre et qu'il n'a pas d'issue, n'a pas d'autre sortie, le chat va finir par t'attaquer. Il va sauter sur toi et t'attaquer parce qu'en fait, c'est une question de survie. Donc, le peuple nigérien est devant une question de survie aujourd'hui. Et je salue cette diaspora nigérienne également. Parce qu'en fait, je pense que cette diaspora nigérienne qui constitue une force économique, qui participe également, véritablement à ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la régulation, c'est les régulateurs de tension sociale au pays. S'il n'y avait pas cette diaspora-là, le Niger serait en lambeaux aujourd'hui. Parce que cette diaspora-là, elle est entreprenante. C'est des gens travailleurs qui ont des entreprises, qui travaillent, mais c'est eux qui s'occupent des familles restées au pays. C'est eux qui atténuent, n'est-ce pas, la pauvreté au Niger. Cette diaspora n'a pas pris part au vote cette année. Ils ont été complètement exclus. Elle est extrêmement nombreuse à l'extérieur et participe fondamentalement à l'essor économique du pays. Donc vraiment, je salue cette diaspora nigérienne qui est rentrée massivement pour aller donner un coup de force, soit pour l'opposition, soit pour le pouvoir, mais ils sont là présents. On a vu effectivement des gens extrêmement mobilisés pour l'un et l'autre des camps, Patrick Armand-Poyon, mais visiblement, je ne sais pas si vous partagez cet avis-là, il y avait quelques éléments clivants dans la gouvernance du président Mamadou Issoufou. Est-ce que selon vous, aller à la paix avec le personnage Bazoum Mohamed, puisque aujourd'hui, à l'heure où cette émission se déroule, c'est lui qui est le président élu, est-ce que selon vous, aller à la paix, aller à la cohésion, c'est possible ? Oui, c'est possible. C'est possible si nous quittons le tout blanc et le tout noir. Si vous voyez l'analyse de M. Lamine tout au long de son intervention, c'est que le régime a été diabolisé et l'opposition a été déifiée. Et ça, c'est une erreur. Il n'y a pas en politique quelqu'un qui est tout blanc et quelqu'un qui est tout noir. Autant on peut reprocher beaucoup de choses au président Issoufou, autant on peut demander à tous les autres chefs d'État de permettre aussi à leurs opposants de rentrer au pays, de permettre à leurs opposants d'avoir la grâce présidentielle. On peut demander ça à beaucoup de chefs d'État dans le monde, en Afrique. Donc c'est pour dire qu'on lui reproche beaucoup de choses,
mais il faut aussi saluer beaucoup de choses. L'autre chose, c'est quoi? Vous savez, on a beau être des analystes, on a beau même résider dans les pays, on n'a pas accès à tous les dossiers d'État. Donc je voudrais simplement qu'on ne fasse pas croire que le président Issoufou, lui, est responsable de 40% de pauvres et que les opposants, eux, ils sont tellement compétents, tellement extraterrestres que si eux, ils viennent, il n'y aura pas de pauvres. Non, non, non et non. Arrêtons cette analyse dichotomique des choses où on trouve que les autres sont mauvais, les autres sont bons. Il y a au Niger un enjeu, un challenge national pour lequel nous avons besoin de tout le monde. Il faut que le nouveau président, qui qu'il est, puisse non pas tomber dans le piège de tel est mauvais, tel est bon, mais tendre la main dans un dialogue sincère. Et retenez une chose, la gouvernance du président Issoufou ne sera jamais la gouvernance du président Bazoum. Vous l'avez constaté en Angola, vous l'avez constaté en Mauritanie, vous l'avez constaté dans beaucoup de pays, et vous savez très bien que ce n'est pas parce que j'ai épaulé quelqu'un pour venir au pouvoir qui fera exactement ce que je veux. Nous devons tous avoir les doigts croisés et en appeler à la sagesse divine auprès de tous les acteurs politiques du Niger, afin que le Niger non seulement sorte de ce processus électoral de la meilleure façon possible, mais qu'il y ait un dialogue sincère, un dialogue national, pas exactement comme en 90 au Bénin, où c'était avec un fusil sous la tempe. Non, qu'il y ait un dialogue cette fois-ci qui tient compte des erreurs de 90 au Bénin et qui construise une démocratie durable au Niger. Oui, bon, je vois. C'est-à-dire que quand c'est une question de responsabilité, quand on est à la gouvernance pendant 10 ans, tout ce qui suit, c'est votre bilan. C'est sur cet angle-là. C'est-à-dire que si la gouvernance était inclusive, et que c'est pourquoi il est important pour un chef d'État de concerter, de faire une gouvernance inclusive, de permettre à chacun dans sa position de s'exprimer et de dire ici ça va, je propose ça, quoi. C'est ça le dialogue inclusif et la gouvernance inclusive. Mais souvent on participe à une gouvernance exclusive, c'est pourquoi on responsabilise ceux qui étaient là pendant 10 ans pour dire c'est votre gouvernance qui a créé tous ces problèmes-là. Voilà un peu ce que je voudrais dire, mon frère Patrick. Alors donc, c'est extrêmement important de le souligner. Bon, mais je crois que moi je pense que la Cour constitutionnelle tiendra compte des recours et ira, n'est-ce pas, à vider le contentieux électoraux pour que vraiment, de part et d'autre, que chacun soit édifié que la Cour constitutionnelle a été juste dans ses décisions par rapport à cette élection-là. Parce que vous voyez, vous n'êtes pas sans ignorer que c'est les Sénats, les CENI ou les cours constitutionnelles qui sont à l'origine de beaucoup de tensions et de conflits dans nos pays. On a vu en Côte d'Ivoire une cour constitutionnelle qui a installé 2 présidents et dit c'est l'autre qui a gagné, et puis l'autre est venu dire oui c'est toi qui as gagné. Alors donc vraiment, ça dit que nous avons des cours constitutionnels, j'ai l'impression que ils ne sont pas mus par l'intérêt supérieur du peuple, parce qu'il faut mourir pour le peuple, mais ne pas mourir pour un régime, pour un individu. Parce qu'en mourant pour un individu, c'est que vous perdez votre crédibilité, vous perdez votre aura, vous perdez votre essence même divine. Parce que vous êtes là pour juger au nom de ce peuple-là. Et si vous ne regardez pas ce peuple-là, vous regardez les prébendes, les conditions de vie, ou bien je vais avoir tel privilège, c'est que vous perdez votre essence même morale. C'est ça. Votre essence humaine, vous perdez cela. Alors c'est pourquoi j'appelle, n'est-ce pas, à la prise de conscience de cette cour-là, qui a été décriée depuis le départ, qui ne fait pas le consensus, qui ne fait pas l'unanimité de l'opposition. Cette CENI-là a été décriée, parce qu'on l'appelle CENI de Youssoufou, CENI de Bazoum. On ne l'appelle même pas la CENI nationale. C'est déplorable. Donc celui qui est juge est parti et qui veut te juger, il y a des préjugés, des préjugés défavorables par rapport à eux. C'est ça qui est l'inquiétant. Même mon ami Patrice l'a dit. Il a dit que les cours constitutionnels par extraordinaire. Les cours constitutionnels souvent en Afrique. Voilà un peu mon analyse. Mais c'est la Cour constitutionnelle qui doit jouer le jeu, puisque le contentieux est très sérieux. D'autant plus que Maman Ousmane a relevé des faits. Et Maman Ousmane, quand on parle de sa sagesse, naturellement c'est un homme très sage. Pareil.
J'ai regardé sur lui, j'ai fait des enquêtes. C'est quelqu'un vraiment qui est pondéré, calme, et puis vraiment, il aime ce qui est vrai. Il n'aime pas du faux. Donc s'il fait cette déclaration-là, vous voyez, le ton avec lequel il l'a fait n'est pas agressif. Mais si les gens se mettent dans la rue pour arrêter les gens, on cherche Amadou, etc., c'est pas sérieux. On n'a qu'à arrêter ça, quoi. Patrick Amopoyon, effectivement, le dernier, on va dire, la prochaine étape, c'est le recours devant la Cour constitutionnelle nigérienne. Vous avez un avis par rapport aux attentes déjà du peuple et pourquoi pas de chaque camp par rapport à cette Cour-là? Au lieu de rester et de dire que la Cour est partisane, comme je l'ai dit, préparons un bon dossier, présentons le dossier à la Cour et si la Cour rejette, on peut avoir ce dossier-là à présenter aux institutions internationales ou même à la population et à la presse. Il ne faut pas qu'on aille amener un dossier vide à la Cour constitutionnelle et qu'après, on dise que c'est une cour du régime. Ça aussi, nous avons vu plusieurs fois en Afrique. Vous voyez, au Bénin, on dit le parrainage a été, confisqué. On dépose un recours. La Cour fait une audience publique. Démontrez-nous. Oui, j'ai la preuve que des députés m'ont déclaré ça. Ok, apportez-nous la preuve. Non, je refuse d'apporter la preuve. Et on dit que la Cour est partisane. La Cour demande les preuves. On dit qu'on a les preuves, on ne présente pas et on dit que la Cour est partisane. Soyons responsables dans notre démarche et cessons de salir nos pays avec des trucs là égoïstes. Il faut que nous jouons le jeu démocratique en sachant que lorsqu'on condamne quelqu'un, on soupçonne quelqu'un, on apporte les preuves. Vous savez par exemple en Guinée que le président, comment il s'appelle, l'opposant là, l'opposant, passez-moi son nom. Cellou Dalein Diallo. Cellou Dalein Diallo a les preuves de son élection. On a attaqué son siège pour qu'il n'ait pas à présenter des preuves. Jusqu'à présent, je ne sais pas si on a libéré son siège. Là, au moins, on a des éléments. Vous savez, au Kenya, tout le monde avait dit que la Cour suprême était inféodée au régime. Jusqu'au moment où la Cour suprême a invalidé l'élection du président. Donc, c'est pour vous dire que les opposants aussi présentent des dossiers. Nous sommes dans des cours, des tribunaux. Le juge ne peut pas vous supporter quand vous n'apportez pas de preuves. Et je voudrais dire ceci pour que les gens voient l'équilibre dans mon débat. Vous savez, la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple a pris des décisions contre le Bénin. Et beaucoup de personnes se plaignent du fait que la Cour tape tout le temps sur le Bénin. Non, le Bénin a choisi de ne pas aller se défendre. Alors si la Cour reçoit un plaignant et l'autre ne vient pas donner son point de vue, la Cour est obligée. C'est pourquoi vous allez voir que les seuls pays où la Cour condamne tout le temps sont les deux pays qui ont choisi de ne pas envoyer des avocats pour défendre le pays. Le Bénin et la Côte d'Ivoire. Le Bénin et la Côte d'Ivoire. Quand quelqu'un se plaint et tu refuses de venir apporter la contradiction, tu seras condamné. De la même manière, si vous allez devant les cours constitutionnels, même les cours constitutionnels les plus corrompus, si vous exposez les faits, avec une rigueur juridique et professionnelle, la Cour même va trembler à prendre une décision. Et n'oubliez pas, M. Lamy l'a dit, il n'y a aucune cour au-dessus du peuple. Alors si l'opposition a une démarche scientifique et responsable et qu'une cour s'oppose à ça, elle verra qu'elle n'a pas la légitimité et que c'est le peuple qui a la légitimité en ce moment-là. Voilà qui est clair. Ouais, bon, mais moi, je voudrais lui dire que les parrainages, c'est le système d'élimination des candidats potentiels. Ça, c'est incontestable. Au Sénégal, on l'a vu. Le parrainage est venu. Pourquoi incontestable pour Lamine Cissé. Pourquoi Macky a amené le parrainage? Parce qu'il y a 25 candidats ténors, ils vont aux élections, lui, il échoue. Il ne peut pas gagner devant ces gens-là. Il a choisi 4. Et avant qu'on aille au parrainage, le Premier ministre est sorti pour dire qu'il y aura que 4 candidats ou 5 au plus. 5 tout au plus. Oui, il a déclaré ça. Mais le résultat, avant le résultat, lui, ils ont dit qu'ils vont gagner jusqu'à 57%. Ils ont eu 58%. La presse l'avait traité. C'est un coup d'État constitutionnel et institutionnel. Il ne faut pas qu'on cautionne cela. Le parrainage n'a pas sa raison d'être au Bénin à l'heure actuelle, d'autant plus que les maires, les députés appartiennent au président de la République. Tu vois, je suis candidat opposant, je vais aller chez le maire qui est au pouvoir pour qu'il me parraine. Mais c'est-à-dire que ça tombe du ciel, quoi, ça, là. Il faut qu'on analyse les faits et qu'on dise la vérité. C'est-à-dire que ce n'est pas opportun aujourd'hui d'avoir un parrainage au Bénin. Ça peut être fait après, mais dans le contexte politique actuellement, ce n'est pas du tout opportun. C'est pourquoi moi, j'en ai appelé, n'est-ce pas, au sens, n'est-ce pas, du patriotisme du chef d'État lui-même, qu'il règle ce problème-là lui-même directement.
Ce n'est pas dans les mains des gens qui veulent que le président soit réélu parce qu'ils ont un intérêt particulier à sa réélection. Ceux-là, là, ils vont parrainer l'opposition pour qu'eux, ils quittent leurs privilèges. Ah non. C'est ce que j'ai dit, mon frère Patrick. Je ne conteste pas ton analyse, mais je suis en train de dire tout simplement que le parrainage est un système d'élimination de candidats potentiels. J'ai des candidats très sérieux qui peuvent te renverser. Tu fais tout pour les éliminer et tu vas avec ceux qui vont aller maintenant amuser la galerie. Mot de fin sur le Niger? Non, pour sur le Niger, moi ce que je dis, j'appelle au sens de retenue, n'est-ce pas, du président sortant. Parce que tout ce qui se passe comme ça, c'est Youssoufou. On ne peut pas pendant 10 ans tirer sur l'opposition. Il faut que ça s'arrête. Et qu'on aille vers un climat d'apaisement et permettre à l'opposition de ne pas être terrorisée quand même. Ils sont terrorisés. Pratiquement pour un mot de fin? Mot de fin, c'est inviter les Nigériens à mettre le Niger au-dessus de tout et inviter mon ami Lamine à relativiser ses propos. On ne peut pas avoir affrontement avec un seul fautif. Quand il y a affrontement, il y a certainement 2 fautifs. Voilà, vous êtes Patrick Amon-Poyon, coach en politique de développement et gestion de crise. Face à vous aujourd'hui, Lamine Cissé, écrivain, expert en communication politique. J'aurais aimé que le débat soit un peu plus contradictoire. Vous êtes, on va dire, compris dans l'ensemble. Merci à vous. Merci Patrick Amon-Poyon, merci Lamine Cissé. Merci à vous, chers téléspectateurs. À très bientôt pour notre numéro de votre émission. D'ici là, portez-vous bien. If they want to get you, they'll get you. Restez informés à chaque instant sur Sika.